Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques. Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous sommes au module 3, étude d'une nouvelle fantastique, la séquence qui porte sur la clôture d'un récit fantastique, et nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui une production écrite qui porte sur la rédaction des péripéties et l'excipit d'un récit fantastique. Bien. Donc, l'objectif de la séance, vous le connaissez bien. Donc, il s'agit de rédiger les péripéties et l'excipit d'une nouvelle fantastique. Et avant de commencer la consigne d'écriture, donc on fait d'abord un petit rappel sur le texte, le texte fantastique, qu'est-ce que c'est? Alors le texte fantastique, ou bien le récit fantastique présente un événement étrange surnaturel, et cet événement étrange surnaturel mérite deux explications, une explication qui est logique, une explication qui est illogique. Bon. Consigne d'écriture, on va d'abord lire le récit suivant. Le soleil était déjà couché. Après une longue journée de besogne dans un bureau situé au milieu de la ville ocre, Madiha pressait le pas pour emprunter le dernier métro en partance pour la banlieue où elle habitait. Il faisait un froid terrible dans la station. Madiha prit la dernière rame du métro 22. Quelle ne fut sa surprise quand elle remarqua qu'il n'y avait personne. Pourtant, c'était une heure d'affluence et c'était le dernier métro. Madiha dut se rattraper. Il y avait bien quelqu'un dans la rame, un homme de grande taille. Voici donc la suite du récit, dont le regard était assez troublant. D'abord, il ne s'inquiéta pas. Il se dit qu'elle n'avait pas de raison de s'alarmer, mais le temps passant, elle devint de plus en plus anxieuse. Puis, son anxiété se transforma en angoisse. Elle redoutait que l'homme assis devant elle ne fût un agresseur. Donc ça, c'est un récit fantastique. Donc il y a certains ingrédients que nous avons déjà vus auparavant autour des autres séquences. La notion de peur, d'anxiété est présente, donc qui se transforme en angoisse, en peur justement. Et qu'est-ce qu'on vous demande pour consigne? D'ajouter des péripéties, c'est-à-dire d'autres péripéties, bien sûr à ce récit, et d'écrire un excipit. Voilà, c'est ce qui est demandé dans la consigne. Donc, nous allons suivre quelques étapes. Ce sont des conseils méthodologiques. Alors, première étape, c'est comprendre pour écrire. Ensuite, mobiliser pour écrire. Et finalement, écrire, relire, améliorer. Donc, nous allons essayer de suivre un peu ces étapes-là. Voilà. Alors, première étape, donc comprendre pour écrire le fantastique. Vous vous rappelez donc ce que nous venons de dire sur le fantastique. Il s'agit bien sûr d'un registre qu'on trouve dans les romans, dans les nouvelles. Voilà. Et c'est aussi un genre en tant que tel. Voilà. Alors, l'introduction, si on veut donner une définition du registre fantastique, l'introduction d'un événement étrange dans un cadre réel. Rappelez-vous, dans les séquences précédentes, on a distingué le fantastique du merveilleux. Alors, dans les récits fantastiques, on trouve une fin, et cette fin, en général, puisqu'il y a quelques exceptions quand même, en général, elle crée une sorte d'effet d'attente, il accentue un peu le mystère. Et bien sûr, comme tout événement étrange, ça peut donner naissance à une double explication. Une explication qui paraît rationnelle, logique, acceptée, donc par, la logique elle-même, ou bien une fin qui est ou bien plutôt une explication qui est illogique, qui est un peu surnaturelle. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on veut dire par le fantastique, surtout en tant que registre. Bien. Alors, nous allons expliquer une autre notion ici, c'est la notion d'excipit.
Alors, excipit, c'est un terme latin qu'on appelle aussi explicite. Voilà, l'excipit est à opposer avec l'incipit. Si l'incipit, comme on l'a déjà vu auparavant, c'est-à-dire le début d'un récit, les premières pages, les premières lignes, etc., donc on peut considérer ça comme incipit. Alors, le contraire de l'incipit, c'est l'excipit, c'est la clôture du texte, c'est la clôture d'un roman ou bien d'une nouvelle. Donc, la clôture d'un roman, d'une nouvelle, d'un conte ou bien de tout autre texte narratif. Alors, là, on peut se poser des questions sur la clôture d'une nouvelle fantastique. Quelles sont ses particularités? Donc, généralement, la clôture d'une nouvelle fantastique est un peu fantastique en elle-même, c'est-à-dire qu'elle vous propose une situation un peu bizarre. On n'a pas donné le fin mot de l'histoire, il y a toujours du doute, etc., de l'incertitude. Voilà, un problème au niveau aussi de la perception. Voilà, est-ce qu'on a vraiment vu ces choses-là, ces choses étranges et surnaturelles? Donc, c'est une chose à creuser également. Bon, quelques exemples de clôture romanesque. Alors ici, par exemple, un extrait de La Vénus dit: quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposais à quitter Île. La voiture de M. de Péorade devait me reconduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la porte de son jardin. Nous le traversâmes en silence, lui se traînant à peine appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je prévoyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'il inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappellerait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la placer dans un musée. J'hésitais pour entrer en matière quand M. de Péorade tourna machinalement la tête du côté où il me voyait regarder fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris que quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. M. de Péorade mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ces manuscrits que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus. Post-scriptum, mon ami M. de P. vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Péorade fut de la faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église, dit. Mais, ajoute M. de P., il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé 2 fois. Donc, vous remarquez, ici, après la mort d'Alphonse, ça c'est le dénouement de l'histoire, une mort un peu suspecte, on ne sait pas quelle en est l'origine. Est-ce que c'est vraiment la statue qui s'est vengée de l'infidélité présupposée d'Alphonse, ou bien est-ce que c'est un crime? Donc on ne sait pas. Donc il y a le doute qui subsiste, mais également il y a le doute qui subsiste à la fin. Donc ici par exemple, la statue, on s'est défait de la statue, donc on l'a fait fondre justement, et malgré ça, il semble, remarquez ici il y a le doute, il semble peut-être qu'il y a un mauvais sort qui poursuit ceux qui possèdent ce bronze. Et aussi, depuis que cette cloche sonne à Île, c'est-à-dire la cloche avec laquelle, ou bien la cloche dont l'origine est, la Vénus, les vignes, ils ont gelé 2 fois. C'est-à-dire qu'il a un effet maléfique. Mais c'est présupposé, bien sûr, mais on ne sait pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc là, on laisse subsister le doute. Alors là, un autre extrait, et ça c'est un extrait du Orla de Maupassant, c'est là où on voit un peu, une autre façon de clôturer le récit. Alors, éperdu d'horreur, je me mets à courir vers le village en hurlant « Au secours, au feu, au feu !» La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique.
un bûcher monstrueux éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, où il brûlait aussi, lui, mon prisonnier, le Horla. Soudain, le toit entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four mort. Mort, peut-être. Son corps que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? Il n'était pas mort. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Voilà, je n'ai pas terminé le texte, mais ça se voit très bien que là, à la fin, si je peux faire d'abord un petit compte rendu de l'histoire, c'est le narrateur qui croit qu'il y a un être étrange qui vit avec lui. Il se passe des choses bizarres dans la maison, il croit qu'il y a un être surnaturel qui est là, d'accord? Et pour s'en débarrasser à la fin, donc il va brûler la maison, espérant tuer cet être étrange, d'accord? Est-ce qu'il a réussi? Lui-même, il en doute, justement. Remarquez, il va se poser des questions. Mort, peut-être, sans corps, et voilà, c'est ça. Donc ça reste une affaire un peu douteuse. Bien. Alors, on passe à la deuxième étape. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que la clôture d'une nouvelle fantastique, ou bien un récit fantastique en général, là, quels sont les moyens que je peux utiliser et qui peuvent m'aider à rédiger cette clôture? Alors, donc les figures de style, par exemple, on utilise des moyens qu'on a déjà vus dans une autre capsule vidéo. Par exemple, pourquoi pas la comparaison? Par exemple, je peux dire ses yeux brillaient, toujours avec la même situation de départ. La fille qui se trouve toute seule dans la rame de métro, ses yeux brillaient, c'est les yeux de l'homme, brillaient tels une météorite venue de nulle part. Là, nous avons la comparaison. On peut recourir à la personnification, c'est-à-dire on donne des éléments, on attribue des éléments ou bien des caractéristiques qui sont relatifs à un être humain et qu'on attribue à un objet ou bien un élément quelconque. Il triturait une bague, voilà, qui représentait un serpent qu'il avait à son index. À un certain moment, elle crut voir le serpent qui se dilata de tout son long et qui commença à s'approcher d'elle. Donc là, c'est une bague dans laquelle il y a, où il est incrusté un serpent, et ce serpent qui commence à se dilater, donc à s'approcher de la fille. Donc là, on a de la personnification. On peut recourir, bien évidemment, à l'hyperbole, qui est l'exagération, tout simplement, d'un fait. Elle n'arrivait pas à distinguer les traits de son visage. Elle voyait des milliers et des milliers de petites taches bizarres qui couvraient sa face. On dirait des abeilles autour de leur ruche. Donc, c'est clair. Donc là, moi, quel est le terme milliers, ça amplifie un peu le nombre, d'accord? Alors, toujours dans la mobilisation des outils de la langue pour écrire, on peut recourir également à ce qu'on appelle le discours rapporté. Alors, le discours rapporté, c'est la façon avec laquelle on rapporte les paroles ou bien les pensées d'un personnage. Alors, il y a plusieurs formes de discours, les plus connues. Alors, on a ce qu'on appelle le discours direct. Où est-il? Est-il bien parti? Se demandait-elle avec un accent de désarroi. Là, bien sûr, ça permet de donner plus de réalisme. Ça peut montrer vraiment, les sentiments du personnage, à quoi il pense. Donc, on recourt bien évidemment au discours direct. À côté du discours direct, on a ce qu'on appelle le style indirect, le discours indirect. Donc, par exemple, ici, Madiha se demandait si elle voyait bien un homme devant elle. Donc là, on intègre les pensées du personnage à la trame du récit, voilà, en subordonnant un peu, le discours citant du discours cité. D'accord.
Le style indirect, libre. Remarquez, comme son nom l'indique, c'est un style indirect, mais qui est libre. Donc il n'y a pas de subordination, il n'y a pas de moyen qui exprime explicitement le discours indirect. Remarquez ici, Madiha pensait, l'homme devait être un esprit maléfique. Son regard n'était peut-être pas celui d'un humain. Ses yeux pétillaient d'un éclat indéfinissable, on dirait des flammes d'enfer qui en jaillissaient. Donc là, vous avez un verbe de parole, c'est penser, donc Madiha qui pense, et là, tout ce passage-là, normalement, ce sont des pensées que le personnage exprime dans sa tête. Et là, le discours, bien, la pensée, elle est intégrée dans le récit. C'est une façon de voir un peu plus à quoi pense le personnage. Donc on appelle ça le style indirect libre. Bien. Pour justement mobiliser, pour écrire, on a déjà travaillé ensemble dans une autre capsule vidéo, ce qu'on appelle le lexique de l'étrange, de la surprise et de la peur. Ce sont des champs lexicaux qui sont très importants, voilà, incontournables, d'accord. Alors par exemple pour l'étrange, on utilise des mots qu'on a déjà vus auparavant. Par exemple le terme étrange, singulier, inexplicable, bizarre, insolite, mystère, énigmatique, incompréhensible, inhabituel, peu commun, suspect, d'accord? La liste est longue. La surprise, surpris, étonnement, intrigué, être frappé de stupeur, troublé, sidéré, interdit, ébahi, voilà, donc ce sont des mots qui expriment la surprise, mais bien sûr il y a quelques nuances de sens entre ces mots, surtout au niveau de la façon et du degré de surprise. La peur. Alors la peur peut être exprimée par plusieurs mots, l'appréhension, l'effroi, inquiétant, inquiétude, anxiété, anxieux, effrayant, affolement, terreur, panique, terrible, horrifié. Vous avez aussi horrible, épouvante, tressaillir, trembler, avoir la chair de poule. On a déjà vu ça dans une capsule auparavant et dans laquelle on a plutôt dit que la peur c'est un sentiment mais qui peut être aussi exprimé physiquement par des expressions comme avoir la chair de poule, etc. Le cœur qui bat à la chamade, les dents qui claquent, etc. Donc c'est un florilège de mots, d'accord, que vous pouvez bien sûr utiliser dans votre production écrite. Bien. Un exemple. Là, c'est un exemple, mais c'est à vous de produire votre propre exemple, le vôtre. Ce n'est qu'une façon de voir. Elle redoutait que l'homme assis devant elle ne fût un agresseur. Voilà. Elle fut soudain prise d'un frisson. Donc là, c'est l'expression de la peur. Quand elle remarqua que, remarquez ici, le verbe remarquer qui indique la sensation visuelle, elle remarqua que ses yeux brillaient telle une météorite venue de nulle part. Donc ça ressemblait à une météorite. Donc ça crée un effet d'étrangeté. L'homme étranger triturait une bague qui représentait un serpent qu'il avait à son index. À un certain moment, elle crut voir le serpent qui se dilatait de tout son long et qui commença à s'approcher d'elle. Vous vous rappelez donc ce passage-là. Là, on a utilisé une figure ici, c'est la comparée, plutôt c'est la personnification, d'accord. On joue beaucoup sur le doute aussi, remarquez ici, remarqué avec ses yeux, donc voilà, que les yeux de l'homme qui brillent, la bague où le serpent commence à se dilater et à s'approcher, donc il est animé, il est personnifié, d'accord. Madiha se sentit perdu, paralysé, ne sachant que faire. Fuir, crier, affronter le danger. Là, on a les pensées, les pensées de Madiha qui sont, introduites dans la trame du récit, dans la trame narrative. C'est le discours
indirect libre. Voilà. Donc là, on voit très bien qu'elle est désemparée, qu'elle est un peu désorientée. D'accord? Elle se demandait si, donc là, c'est le discours indirect, si tout cela n'était qu'une chimère. Voilà. Quelque chose qui n'est pas réel, tout simplement. Une voix finit par la réveiller. On annonçait que le métro était arrivé à destination. Donc, elle était dans un état maintenant. Elle fut comme réveillée justement. On est arrivé. Ayant repris, c'est pas reprise, ayant repris ses esprits, quelle ne fut sa stupéfaction, donc c'est-à-dire sa grande surprise justement, quand elle s'aperçut qu'elle était seule dans le métro et qu'il n'y avait pas d'homme. Donc là, il s'agit vraisemblablement d'un événement étrange. Alors, donc, pour terminer l'exemple, bouleversé par cet incident mystérieux, elle fut secouée plusieurs nuits par des cauchemars terribles où elle s'imaginait dans un métro en présence d'un homme au sourire diabolique triturant sa bague maléfique. Regardez un peu donc la fin de cette histoire un peu spéciale. Donc le personnage qui emprunte un métro, il voit bien sûr un homme qui est bizarre, étrange. Donc il a des impressions qui sont plutôt qui vont de la surprise à la peur, à l'angoisse. Et à un certain moment, elle se rend compte qu'il n'y avait personne avec elle. Alors, et là, donc, même si cet incident s'est terminé, c'est-à-dire que tout à fait normal, mais en fait, quand elle est retournée chez elle, elle était bouleversée par cet incident. Chaque nuit, elle fait des cauchemars. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans ces cauchemars? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cauchemars, qui sont bien sûr terribles, le champ lexical de la peur? Elle s'imagine qu'elle est dans un métro, en présence d'un homme, comment il est cet homme, au sourire diabolique, et qui triture sa bague maléfique. On a mis 3 points de suspension pour montrer un peu que cette bague maléfique aussi, sur laquelle il y a, un serpent et qui va se dilater, etc., etc. C'est comme si il y a une histoire qui se déroule dans une autre histoire et on ne sait pas quelle est la version qui est la plus vraisemblable. Donc là, c'est un exemple que je vous ai donné et qui représente justement donc, la rédaction des quelques péripéties et l'excipit d'un récit fantastique. Bien. La troisième étape qui paraît essentielle, c'est écrire, relire, améliorer. Alors, bien sûr, vous allez passer à l'écriture, vous allez donc donner un premier jet, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a écrit un récit fantastique. Voilà. Il faudrait relire ce que vous avez. Donc il faudrait relire ce que vous avez écrit. La relecture, c'est le fait de reprendre le texte initial que vous avez écrit et de voir quels sont les points forts que vous pouvez donc retenir, quels sont les éléments que vous allez abandonner. Surtout, il y a 2 éléments dont vous devez tenir compte lors de la relecture, parce que ce sont des critères d'évaluation également. La rédaction d'un récit fantastique, c'est-à-dire le côté discours. Est-ce qu'il y a les ingrédients nécessaires pour rédiger ce récit fantastique? On a déjà dit cela dans plusieurs capsules. Le cadre du lieu, le cadre du temps, voilà. On joue beaucoup sur la surprise, l'étrange, la peur. L'emploi des figures de style pour amplifier une sorte d'atmosphère de peur, par exemple, etc. Le jeu des perceptions visuelles, auditives, etc. Mais il y a aussi un côté qui est très important, c'est le côté de la langue, c'est-à-dire un contenu bien structuré qui raconte un récit fantastique, il faudrait qu'il soit écrit dans une langue propre. Qu'est-ce qu'on veut dire par une langue propre? Ou bien tout simplement acceptable, c'est-à-dire tout simplement le fait de soigner l'écriture, d'écrire, de conjuguer les temps, par exemple, au temps qui convienne, l'orthographe à vérifier si on doute, par exemple, de l'acception d'un mot, par exemple, le lexique, il doit être bien approprié, etc. Et bien sûr,
Dernière étape, donc c'est pour, vous avez fait tout ça, c'est pour améliorer votre écrit. Bien, comme prolongement possible, je vous propose cette situation. Vous avez rencontré ou vu une personne qui vous a paru étrange, racontez donc les circonstances, faites son portrait, évoquez les sentiments que vous inspire cette personne. Par exemple, ici ça commence par mon Dieu, je vais donc écrire ce que j'ai vu, mais le pourrais-je, l'oserais-je? C'était une oui, vous développez. Je tentais de m'abriter, c'est-à-dire de vous cacher, vous continuez. À peine voulus-je traverser la route que, là, vous détaillez avec des péripéties, je fus saisi d'une telle frayeur, donc remarquez ici le sentiment de peur, et vous allez terminer l'histoire, bien sûr qui doit être une histoire fantastique.